Bonjour à toutes et à tous. On a 11 personnes en live pour commencer, donc c'est cool. Euh, Parfait pour débuter l'année. Déjà pour commencer, très bonne année 2025 à tous. On espère on espère avec Partnership continuer à faire grandir la communauté, faire grandir du coup le réseau avec des experts et expertes sur cette verticale ou sur ce métier. On espère aussi Absolument. continuer à réunir du coup de plus en plus de personnes et à continuer à vous faire grandir, notamment avec les webinars Partnership Zero to One, avec tous nos médias, donc podcasts, newsletters. Et donc pour débuter tout ça, pour ceux qui ne le savent pas, donc pour rappeler, donc je m'appelle Hippolyte, je suis cofondateur de Partnershift. Partnershift, pour rappel, c'est une communauté cofondée avec Alexandre Leboeuf et Martin Catino. C'est tout d'abord un Slack qui réunit plus de 1200 experts et expertes en partenariat, qui permet de pouvoir tous les jours au quotidien échanger sur les meilleures stratégies du métier et rencontrer ses partenaires. Et on a aussi un média, donc comme je le disais juste avant, avec une newsletter mensuelle, un podcast et aussi les webinars Partnership Zero to One. Donc ces webinars sur lesquels vous êtes aujourd'hui sont des rendez-vous bimensuels avec les membres de la communauté. Nous recevons les meilleurs experts du métier pour un échange direct et pragmatique sur 3 volets. Le partage de success stories, l'analyse d'écosystème et la découverte la découverte de stratégies avec des focus très précis sur les thématiques. Et évidemment, on termine toujours avec un Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et donc aujourd'hui, on se penche sur le sujet comment analyser et créer le bilan de sa stratégie partenariat 2024. Lors de cet échange, on va explorer les clés pour consolider de manière efficace les données partenaires en fin d'année. Thomas nous partagera aussi son framework complet pour analyser la performance de son écosystème partenaire Tout et à fait. évidemment les secrets d'une communication réussie de vos résultats avant la préparation de la stratégie 2025. Pour décrypter ce sujet, j'accueille Thomas Dussara. Salut Thomas. Bonjour Hippolyte, bonjour à tous et à toute la communauté Partnership. Je suis ravi de pouvoir co-animer avec toi ce partenariat, ce call partenariat Deep Dive. La communauté pour moi c'est quelque chose de très important et je voulais vous féliciter, toi et tous les membres de l'équipe. Alexandre, Martin, il y a un travail superbe, beaucoup, on va dire, de travail de collecter l'intelligence, de valoriser le métier des partenariats qui est peu connu et pourtant ultra stratégique. Donc vous êtes en train de faire monter en maturité le marché et surtout pour votre attitude, le fait de pouvoir aller chercher des sujets stratégiques pour aider les différents membres de la communauté, qu'ils soient partner managers ou bien clients finaux qui souhaitent qui s'interrogent, qui veulent se challenger sur ces sujets. Donc en tout cas, bravo à l'équipe, à tout ce que vous avez monté. Beaucoup de plus en plus d'inscrits et je suis ravi de pouvoir participer une première fois avec toi, avec vous, sur une session. En tout cas, on a beaucoup préparé cette session sur plusieurs mois, Hippolyte, donc je voulais te remercier pour tout ce travail d'équipe et on pense que le sujet est très d'actualité. Donc on est prêt à vous partager tous nos tips. Bah écoute, en vrai, merci, merci Thomas d'avoir accepté de te joindre à nous sur cet épisode aujourd'hui. En effet, ouais, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 4 mois. On a eu C'est l'idée de ça, faire, 3 mois, ouais. en Tout à est- fait. et en suivant du coup nos discussions, on a eu l'idée de faire ce webinar qui faisait complètement sens pour la fin d'année, début d'année. Et donc, ouais, beaucoup de travail et c'est un plaisir d'arriver enfin à l'accomplissement. Exact. Et peut-être du coup, donc aujourd'hui, toi, tu es freelance expert en alliance et partenariat. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter en 2 minutes avec un focus partenariat et présenter aussi d'ailleurs ton activité actuelle? Absolument. Donc en quelques mots, pour ma part, j'ai commencé ma carrière en 2006-2007. Et à ce moment-là, depuis ce moment-là, j'ai passé à peu près 15 ans en tant que salarié dans des boîtes dans le logiciel. Donc vraiment IT software. Et sur ces 15 ans, j'ai fait à peu près moitié-moitié, moitié pour des boîtes internationales, donc surtout des groupes, pour la plupart des boîtes américaines, mais également des boîtes françaises qui étaient en pleine expansion. Et sur le reste, en plus de ces 15 ans-là, j'ai eu l'opportunité et la volonté d'aller sur des fonctions freelance pour pouvoir mettre en exergue ma capacité d'accompagner différents clients. Donc moi, ce que j'aime dans le métier de freelance, c'est que tu as une approche, une expertise assez large et tu peux accompagner différents clients
Moi, j'aime bien toucher à différents marchés, comprendre les marchés et surtout apporter une compétence transverse et une approche différente aux boîtes. Donc, mon job actuellement, c'est de pouvoir aider les boîtes qui, peut-être à un moment donné, n'ont pas assez de ressources pour traiter les sujets partnership. Donc, ils cherchent quelqu'un pour pouvoir les aider, par exemple, à développer de nouveaux marchés. Donc, ça, c'est mon cœur d'expertise, vu que je suis trilingue anglais, français, espagnol et bientôt italien, donc bientôt quadrilingue. Mais aussi, naturellement, pouvoir leur apporter une expertise spécifique, par exemple, sur tout ce qui est orchestration du co-sell, sur peut-être à un moment donné faire un audit de leur partenariat, parce que c'est difficile à la fois de gérer des partenariats et d'auditer, d'avoir un point de vue vraiment objectif. Et le but des externes comme moi et comme beaucoup de mes collègues, Thomas, Maxime, Nicolas et toi et bien d'autres, c'est de pouvoir avoir un point de vue externe et une expertise spécifique sur certains sujets. Donc c'est d'arriver en complément des équipes partnership pour les aider sur des sujets où peut-être ils bloquent et surtout les aider à faire face à leur trajectoire à 3 ans. Donc leur aider à les guider et à les challenger sur leur approche. Voilà en quelques mots. Ok, très clair. Merci pour cette intro. Donc, en gros, c'est si des entreprises souhaitent être accompagnées pour accélérer leur croissance avec par le canal en fait, par le channel partenariat. En tout Tout cas, à ils fait. peuvent te solliciter et tu discutes généralement avec, j'imagine, quelle est ta cible des CEO, ce sont des head of partnership qui souhaitent être accompagnés sous format mentoring. C'est quoi pour préciser? Très bonne question. En fait, c'est un petit peu les deux. Donc, en fonction de la maturité de la boîte, on peut être sollicité pour des boîtes early stage, donc par exemple qui sont en seed, pre-seed ou série A, par des CEO directement, parce qu'ils portent la stratégie et certains veulent directement se poser la question des partenariats. Donc là, on va faire un travail très fin avec eux dès le démarrage pour prendre la bonne approche et considérer les partenariats comme un vecteur de croissance dès le démarrage, que ce soit pas un département, mais que ce soit une proposition de go-to-market par défaut. Et c'est ce que je recommande amplement d'ailleurs. Dans un autre axe, pour les boîtes qui sont plus développées, peut-être en série B, voire C, qui cherchent l'internationalisation, qui ont peut-être à un moment donné des départs dans leurs équipes et qui ont du mal à recruter, nous, on peut arriver quelque part à staffer périodiquement pour les aider à pas perdre de temps et délivrer ce qui était prévu. Quelque part, on va dire partner as a service. Mais on peut aussi potentiellement aller les aider, aller chercher de nouveaux marchés, ce qu'ils ne savent pas faire. Ils ont peut-être des équipes qui sont bons pour travailler la France, mais ils savent qu'il y a un marché en Espagne, en Italie, ils savent pas faire, donc ils passent par des gens comme moi, ou bien sûr, les gens avec qui je bosse pas seul. Et d'ailleurs, je donne des leads à mes collègues lorsque je sais que eux sont plus percutants que moi. Si par exemple, si c'est sur le secteur du paiement, moi je travaille avec des gens très pertinents, notamment Maxime, qui t'a fait un webinaire dernièrement. Donc on travaille en bonne intelligence. On n'est pas bon sur tous les sujets, mais les sujets sur lesquels on est bon, on va les travailler avec soit les CEO, soit les Head of Partnership and Alliances. Et dans certains cas, on peut travailler aussi avec les CMO. Parce que les CMO, des fois, portent la stratégie d'acquisition et les partenaires sont un système d'acquisition de nouveaux clients. Et c'est un vecteur de marketing fort, d'awareness. Donc, on peut être aussi missionné par des CMO. Ok, super clair. Écoute, très bonne expérience, belle expertise. Je te propose qu'on s'appuie du coup là-dessus Ouais, pour ok. deep dive pour créer son bilan. Je rappelle une chose, c'est que tu as préparé un livrable, un petit takeaway, donc avec les metrics et KPIs à avoir. Et donc évidemment, ça, nous, on le partagera. Vous allez recevoir après le webinar un mail l'humain, donc le même mail d'organisation des webinars. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, évidemment. Et aussi, vous aurez le lien de téléchargement du coup de ce livrable préparé de comportement. Et si Absolument. c'est parti. Donc peut-être pour contextualiser, allez, retour du coup dans le passé. Donc là, l'année est terminée, fin 2024, ou là on est peut-être aussi début 2025, ça dépend de chacun. Les Ça compteurs dépend de la suivent. fiscale, oui, tout à fait. Chacun a Ouais, une fiscale exactement. différente. Mais la plupart, comme tu dis, démarrent la fiscale maintenant. Ok. Bah écoute, là on a clôturé du coup l'année. C'est le moment de voilà de consolider les chiffres, analyser les performances, comparer du Absolument, coup ouais. avec les objectifs définis en début d'année passée. Comment s'y prendre pour récupérer les bonnes données et les consolider? Donc, déjà, premièrement, pour moi, mon point de vue, c'est avoir une approche qui soit vraiment data-oriented. Donc, concrètement, le travail du partner manager, comme les équipes sales, on est vraiment orienté data. Donc, on bosse et on documente notre travail dans les outils de l'entreprise. Donc, la première approche, c'est vraiment de pouvoir directement aller chercher les données. Donc, dans un premier temps, ma recommandation, c'est vraiment de dire que les données liées à la performance, elles sont dans votre CRM, Salesforce, HubSpot pour la plupart. Également, on a notre PRM
Pour ceux qui l'utilisent, ça peut être du Salesforce, ça peut être du Keyflow, ça peut être du PartnerStack. On a également des autres sources de données, telles que les Google Docs, où on peut stocker des données qui sont pas dans le CRM, parce qu'il faut savoir que les données partnership, il y en a peu, il y a peu de champs disponibles au partnership, malheureusement, dans les CRM, donc c'est quelque chose sur lesquels on se bat, et donc c'est pas un combat gagné pour le moment. Et on a également d'autres outils comme gestion d'information, vous connaissez peut-être Airtable, ou d'autres outils de Learning Management System qui ont des données sur les certifications partenaires. Donc il va falloir un peu aller rayonner dans ces différents outils qui sont assez éclatés à ce jour et aller récupérer l'information. Si on voit à un moment donné que les données récoltées, il y a des faux, il y a des informations qui sont pas accurate, moi je vous conseille rapidement, en ce mois de janvier, d'aller vous rapprocher des équipes Partner Ops. Donc si vous avez une équipe spécifique Partner Operations, si vous en avez pas, il faut travailler avec les équipes Sales Ops pour aller rectifier les informations ou rajouter les informations manquantes dans certains environnements de données que vous avez. Donc aujourd'hui, quelque part, moi, pour qu'on fasse un bon boulot d'analyse, il faut aussi que les équipes go-to-market, à savoir les gens avec qui on travaille, pour qui on travaille, donc c'est-à-dire les account exécutifs, les customer success, les inside sales, et d'autres intervenants, hein, les business développeurs, les SDA, il faut s'assurer qu'eux aussi documentent comme il se doit le CRM. C'est juste de la discipline. C'est soit on joue tous le jeu et on a un outil où on peut faire des bonnes analyses, ou soit on joue pas tous le jeu et là on n'a pas les bonnes données et du coup on prend pas les bonnes décisions. Donc moi mon idée c'est vraiment, on n'est pas seul. Le go-to-market c'est que les équipes, il faut que tout le monde puisse centraliser, et lorsqu'il y a des champs partenaires dans les opportunités, ce n'est pas aux partenaires de le faire, c'est à toutes les équipes qui gèrent les comptes et les opportunités. Donc pour moi, chacun des membres de go-to-market doit renseigner les données, y compris les partenaires. Ensuite, directement, ce qui est intéressant aussi en ce début d'année, c'est de s'assurer que vous puissiez faire un état des lieux. Parce que dans certains cas, vous allez devoir peut-être, si vous avez plus ou moins des apporteurs d'affaires ou des boîtes avec qui vous bossez, à qui vous devez payer des fees, des referral fees lorsque vous avez signé des deals avec eux, c'est important de s'assurer qu'en fin de fiscale, vous n'avez pas oublié de paiement, des paiements qui sont entre guillemets pending. Donc pour moi, c'est très important à titre de transparence, pour offrir une meilleure expérience partenaire, de pouvoir s'assurer que toutes les deals qui ont été signés ont bien été audités et qu'on a bien payé tous les partenaires comme il se doit. Ou du moins, si on n'a pas encore payé parce qu'on n'a pas encore reçu le paiement du client final, qu'on puisse s'assurer que le partenaire sache qu'on n'a pas encore été payé et qu'on le paiera à tout moment. Donc transparence à fond, c'est le moment de donner une bonne image de notre boîte. S'il y a eu des difficultés, c'est pas grave, mais au moins on joue la carte de la patte blanche directement pour démarrer l'année. Ok, très clair. Donc tu récupères du coup toutes les informations qui sont dans le CRM, donc il faut bien s'assurer que le CRM soit bien rempli par les équipes, ou toi, bah évidemment, tu passes derrière en tant que partnership manager pour vérifier du coup tout ça et que tout soit clair. Ouais. Tu vérifies aussi que t'as bien clôturé du coup toutes tes actions en cours avec tes partenaires pour avoir le meilleur état des lieux de la data. Et donc j'imagine qu'après, voilà, il faut commencer à analyser du coup tout ça. Comment est-ce que toi tu analyses et tu interprètes du coup cette performance issue de cette montagne de data. Absolument, et c'est toujours le challenge, hein. Aujourd'hui, on récolte de plus en plus de données, donc c'est les dynamiques actuelles, hein, big data, IoT, hein, tous ces domaines-là, beaucoup de données, mais en fait, laquelle donnée va être actionnable, va nous permettre de prendre des décisions et lesquelles on va considérer pour justement asseoir notre stratégie. Donc aujourd'hui, en premier lieu, pour moi, le calcul de la performance des partenaires et alliance managers, il se fait principalement sur des KPI. Et donc, ces KPI sur lesquels on est rémunéré sur notre plan de rémunération variable, on parle aussi de compensation plan. En principe, aujourd'hui, pour les partner managers et les alliance managers, on est souvent entre 50 et 30% de la rémunération globale, donc OTE, est associé à un variable. Et ce variable est construit naturellement sur des KPI qu'il va falloir atteindre pour pouvoir prétendre ou pas pouvoir obtenir ce variable, ou du moins une partie du variable. Aujourd'hui, les principaux KPI qui sont étudiés par les managers dans les entreprises pour les partner managers à ce jour, ce sont donc le partner sourced revenu, donc opportunités sourcées par les partenaires, donc qui ont permis de créer du pipeline et qui ont été closées, donc c'est-à-dire qui se sont transformés en close revenu. Ça, c'est le premier point. Combien est-ce qu'on a closé avec les partenaires à partir de deals qui viennent des partenaires. Ensuite, on a les partner attach revenus. Donc là, c'est encore des deals où les partenaires ont aidé. La seule différence, quand je parle de partner attach, c'est que les partenaires ont aidé, mais c'est pas eux qui ont sourcé initialement l'opportunité. Par contre, ils nous aident
pour avancer sur le cycle de vente, en nous donnant accès aux decision makers, en nous donnant des informations en tant qu'insiders, en nous guidant et surtout en nous permettant de réduire le cycle de vente, voire en nous aidant de faire grossir notre deal. Ils vont nous donner des infos qui vont nous permettre de dire, en fait, on n'a pas besoin pour 5 users, on en a besoin de 20. Donc ça, c'est vraiment le partner attached. Juste pour info, dans la présentation qu'on va faire aujourd'hui, moi, je parle de partner influenced. Partner influenced, c'est, selon moi, selon différentes boîtes, mais pas pour toutes, c'est partner sourced, donc qui est sourcé par les partenaires, et ce qui est attached, c'est-à-dire où la partenaire également aide. Donc c'est à la fois sourcé, et là, les partenaires arrivent après aussi, et ils aident sur le deal. Donc moi, je parle de partner influenced en général. Et donc du coup, souvent, les partner managers sont objectivés sur ces aspects-là. Donc partner source, partner attached, revenu, c'est à partir de ça, on va vous donner un objectif de temps, et donc on verra à la fin de l'année à combien est-ce que vous avez contribué, est-ce que vous avez atteint l'objectif de temps, de X, de 100K, 200K, 2 millions, peu importe en fonction de votre organisation, est-ce que vous avez atteint ces objectifs-là? Ok, très clair. Ah, pardon, mais tu voulais dire autre chose? Oui, oui, effectivement. Vas-y. En fait, juste sur cet aspect-là, aucun souci. Donc, après, au niveau de l'année de la performance, il y a des personnes qui ont peut-être une année qui a très bien démarré, et ça, c'est le mieux. C'est qu'avoir un Q1, un Q2 qui sont forts. Et donc, du coup, potentiellement, quand tu as un Q1, un Q2 qui est fort, tu vas forcément arriver en milieu d'année, tu seras déjà peut-être à 60-70% et tu auras juste à des 30% à chercher. Donc là, c'est idéal. Donc pour les gens qui ont déjà qui sont à 100% en fin d'année, good job, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas eu de difficultés dans l'année et ça veut pas dire que vous pouvez pas faire mieux. Au contraire, il va falloir prendre du recul sur vos résultats et voir quelles ont été les difficultés et comment mieux faire l'année suivante. Pour d'autres personnes qui sont plutôt sur un attainment entre 75 et 100%, il va falloir analyser qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. Souvent, quand on n'atteint pas l'objectif, donc des fois ils sont pas forcément atteignables, ça c'est un sujet, c'est pas le sujet de la journée, mais c'est de se dire peut-être qu'on a perdu de la vitesse à un moment dans l'année. Pour moi, les vrais risques pour ne pas atteindre ces objectifs en tant que partner manager, c'est de perdre du temps en Q1. C'est de se dire, ah non, on attend d'avoir les objectifs, ah non, on attend d'avoir la vision de la boîte pour avancer, etc. On verra, on va faire des actions de lead generation en Q2, Q3. Non, non, c'est trop tard. Si tu commences à faire ça en Q2, Q3, tu as déjà perdu 3 mois, donc un quart de ton année. Donc là, tu es déjà quasiment sûr de ne pas faire ton année. Tu as déjà perdu de la vitesse. Et enfin, pour ceux qui sont en moins de 75% d'attainment, là, il va falloir creuser en profondeur. Il y a peut-être des vrais sujets dans l'entreprise, donc à revoir. Peut-être qu'il y a un manque d'alignement des planètes entre les équipes opérationnelles que l'on sert et nous-mêmes. Donc ça arrive fréquemment. J'ai un écho au niveau du son, je sais pas si c'est nouveau. Tu l'entends, Hippolyte, ou pas? Non, moi, c'est bon de mon côté. Ok. Donc il y a peut-être aussi un problème d'exécution commerciale, c'est-à-dire peut-être que le pipeline que toi tu as fourni en fait est bon, mais en fait il y a un problème d'exécution commerciale. Donc il va peut-être falloir se poser la question avec la direction commerciale de voir quel est notre taux d'exécution en 2023 et quel est le taux d'exécution en 2024. Taux d'exécution, c'est-à-dire la conversion du pipeline vers le close revenu. Donc peut-être qu'il était de 3 fois plus, c'est-à-dire que pour atteindre, pour arriver à un revenu de 100, avant on avait besoin de 300 en pipeline pour arriver à 100. Et peut-être que l'année suivante, pour le même montant, pour atteindre 100, en fait, on a eu besoin de 400 voire 500. Donc ça veut dire que là, il y a un problème peut-être au niveau de la qualification. Donc il faudrait falloir se poser des questions et aller deep diver dans les données pour voir là où il y a un souci. Et donc du coup, ce qui est important de mentionner, c'est que nous, en fait, on va faire cette analyse première, de voir quels sont les résultats versus là où on est objectivé, clairement, ce que nous demande la boîte. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir attendre le sales kick-off qui va arriver. Souvent, les sales kick-off, Hippolyte, tu me rejoindras sûrement, mais on est d'accord, ça a souvent lieu fin janvier, courant janvier, voire début février, dans les boîtes. Enfin, tout dépend des boîtes, mais effectivement, un sales kick-off, de toute façon, ouais, t'en as tous les mois, t'en as qui sont des récurrents, mais généralement, t'attends, pour moi, fin janvier, pour arriver à poser tout le bilan en fait de la stratégie qu'il y a eu sur toutes les équipes pour arriver à rassembler du coup toute la data et donner quelles ont été les grandes performances de l'année, quelles sont toutes les recommandations et commencer à donner du coup les premières briques d'objectifs du coup sur l'année future et descendre en quarter. Absolument. Mais en tout cas, on est d'accord. Bon, là, il y aura certainement des sales kick-off, donc le gros kick-off annuel où la boîte va donner toute la vision, tous les résultats, toute la projection à 3 ans. Et ça, c'est une mine d'or pour ensuite, pour vous, pour pouvoir construire votre future stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évoquera le 30 janvier ensemble pour construire votre nouvelle stratégie.
Mais en tout cas, ce qui est important de mentionner, quelle que soit votre performance versus vos objectifs sur cette année fiscale 2024, c'est vraiment d'analyser les chiffres. Même si vous n'avez peut-être pas atteint votre objectif, peut-être que l'objectif était très élevé, peut-être il y avait une attente de croissance de 30% sur vos objectifs, mais ceci dit, même si vous n'avez pas atteint cet objectif-là, vous avez peut-être fait des super résultats. C'est-à-dire que vous allez peut-être construire 2 fois plus de pipeline que les années d'avant, donc c'est très bon signe, c'est-à-dire que les partenaires s'investissent plus, ils se qualifient plus, et également vous avez certainement, donc il y aura peut-être plus de volume que vous allez apporter, et au niveau de la valeur, vous aurez également peut-être une croissance de 20-30% du close revenu qui est sourcé et qui est influencé par les partenaires, et ça, ce sont des très bons résultats. Donc restez, on va dire, vraiment positif sur vos résultats, et surtout, le meilleur reste à venir, il va falloir analyser le reste des données, et surtout aligner les planètes. Donc quoi qu'il arrive, ça reste encourageant. Il faut rester positif dans l'analyse de ces données. Et du coup, si tu parles beaucoup de data, etc. Mais est-ce qu'on peut deep dive sur c'est quoi les métriques qui te semblent pertinentes à traquer et à évaluer de manière beaucoup plus claire? Donc au niveau des métriques, pour aller plus loin, honnêtement, on était sur les métriques. Donc idéalement, il y a la conversion. Donc voir la conversion de tes deal reg. Donc par exemple, les deal reg, deal registration qui sont faits par tes partenaires, combien de ces deal reg sont acceptés par ton équipe sales. Donc ça veut dire qu'ils ont été bien qualifiés. Ça, c'est un point très important, que tes deal reg sont qualitatifs. Et ensuite, de ces deal reg qui ont été acceptés, combien sont convertis en pipeline. Donc quel est le taux de conversion de ces opportunités. Une fois que tu as ton opportunité qui est créée dans ton CRM, ensuite, c'est de savoir, en gros, combien est transformé en close revenu. Donc, une transformation qui va faire que après ça va rentrer dans tes chiffres de close revenu de la boîte, en collaboration avec tes accounts exécutifs. Et c'est aussi de se dire, quand on ajoute des partenaires à nos opportunités, versus les opportunités qu'on gère en direct, on le sait aujourd'hui, beaucoup de boîtes ont une hybridation, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qu'ils gèrent en direct et des opportunités qu'ils gèrent avec les partenaires. Et c'est de se dire peut-être quel est le taux de conversion de pipeline vers close revenu de mes opportunités où il y a des partenaires qui m'aident versus quel est le taux de conversion des opportunités sur lesquelles je n'ai pas de partenaire. Et quand on fait ces analyses, souvent on se rend compte que les opportunités ou sur lesquelles on a rattaché des partenaires, elles vont avoir un meilleur taux de conversion et elles vont également avoir un cycle de vente plus court. Quel est le cycle de vente? Quelle est la durée de mon cycle de vente? Eh bien, souvent, quand on a des partenaires qui sont attachés aux opportunités, on va avoir un cycle de vente plus court. Pourquoi? Parce que le partenaire va donner beaucoup d'intelligence. Il va avoir des insiders à nouveau, il va donner de l'intelligence, du contexte, il va permettre de créer plus d'interactions avec le client, plus que nous, on est capable d'avoir. Pour imager cela, moi, je pense un petit peu, tu vois, à l'esprit de quelques planètes. Donc, quelque part, t'as le soleil. Le soleil, c'est un petit peu là où tu veux aller. Donc, c'est ton ICP, Ideal Customer Profile. Ensuite, t'as des premières planètes qui sont autour. Donc là, c'est vraiment des partenaires. Ça peut être des intégrateurs, ça peut être des ESN, ça peut être des distributeurs, ça peut être des grosses boîtes de conseil, ça peut être des GSI, des Accenture, des Deloitte, etc. Et eux, en fait, ils connaissent très bien les clients parce qu'ils ont signé des millions et ils signent des millions chaque année avec eux. Donc ça veut dire qu'ils ont accès à tous les decision makers. Ils ont accès au CMO, au CEO, au CXO, toute la suite. Et ils ont le relationnel. Et toi, en fait, tu as une petite planète derrière. Donc certes, tu as une expertise qui est très forte dans ton métier. Par exemple, dans la data analytics, c'était très bon. Mais en fait, comment veux-tu aller naviguer jusqu'au soleil? T'es tout petit, t'as pas la force de le faire. Et donc l'idée, c'est d'aller justement aller parler, aller influencer les influenceurs. Les influenceurs, ce sont ces boîtes qui rayonnent autour du soleil. Et toi, ton travail, c'est d'être obtenir leur buy-in, obtenir leur confiance. Et pour ça, du coup, tu vas pouvoir faire ton travail de partner manager, aller les rencontrer, les cibler et surtout construire du pipeline. Ok, très clair. Du coup, on parle de taille moyenne de deal, on parle de cycle de vente moyen, on parle de effectivement de ratio de revenus sur partner influence, sur les opportunités. À partir du moment où tu as fait acte de tous ces résultats, performance, comment est-ce que du coup tu viens matérialiser tout ça? Comment est-ce que tu viens matérialiser du coup pardon. Donc au niveau directement du bilan, alors juste avant le bilan, concrètement, ce qui va être important, c'est de faire acte des résultats que tu as eu vis-à-vis de l'externe. Donc avant de faire savoir ton bilan aux équipes directement, ça va être de pouvoir déjà faire un état des lieux clair pour les équipes. Donc pour ton SKO, par exemple, tu dois faire un état des lieux. Donc toi, tu as les infos, mais il faut le faire savoir.
Donc, il faut que tu puisses montrer, raconter l'histoire, qu'est-ce qui se passe avec les partenariats. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les équipes go-to-market aujourd'hui, il y a facilement la moitié qui n'ont jamais travaillé avec les partenariats, qui ne savent pas faire. Donc, ça veut dire quelque part, ils sont réfractaires. Et en fait, l'idée, c'est d'aller donner les éléments d'information à ces personnes-là pour les inspirer, pour les, on va dire, les former, leur faire comprendre et surtout les onboarder, qui deviennent des champions. Et moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui les passerelles. Donc, les passerelles, pour moi, c'est des personnes, des équipes go-to-market qui vont devenir des champions des partnerships. Donc, par exemple, un commercial qui va avoir l'habitude de pouvoir lui-même proactivement aller rencontrer des partenaires, aller luncher avec eux. Il va directement pouvoir faire des account mapping avec ses partenaires, etc. Et donc, l'idée de la restitution qu'on va faire sur nos KPI, ça va être de pouvoir aller onboarder plus de people, donc leur donner de la confiance et leur donner envie. Donc, selon moi, il y a différentes choses pour donner envie. Donc, dans l'état des lieux qu'on peut faire, c'est déjà proposer un mapping des partenaires. Donc, sur 2024, voilà ce qui s'est passé. Pour représenter cette donnée, moi, je propose de faire une analyse BCG. Donc, le classique BCG, Boston Consulting Group, le fameux quadrant avec les quatre carrés. Et naturellement, ce qu'on va chercher, c'est en haut à droite. Moi, je fais un petit clin d'œil pour info à Clara Journoux de VC50, avec qui tu as fait une publication Carré, sur le l'utilisateur. dernier article, effectivement, clin d'œil à Cara qui a fait un magnifique article sur les écosystèmes partenaires. Voilà, donc c'est super intéressant. Encore une fois, une BCG, tu peux faire des BCG dans plein de contextes, mais en tout cas, son article était vraiment ultra percutant. Et donc, du coup, par rapport à ça, par exemple, une matrice BCG qu'on peut présenter en restitution, ça va être dire directement de la pertinence des partenaires dans l'accompagnement de nos clients idéaux. Et en ordonnée, on va regarder le taux d'engagement du partenaire et également le niveau de revenu qu'il a pu nous apporter en 2024. Et là, on verra clairement en haut à droite, on aura les partenaires à la fois qui sont ultra percutants par rapport à nos clients finaux et au-delà de ça, qui ont un super engagement par rapport à la boîte. Donc, ça veut dire qu'ils sont enablés, ils sont certifiés et ils portent ta marque. C'est-à-dire que tu as fait ton job. Et donc, ces partenaires-là, c'est entre guillemets le diamant, c'est ton tier one. Et ces partenaires-là, naturellement, il faut sensibiliser aussi le commercial qui sache quels sont ces partenaires-là et pourquoi ils sont là. Ensuite, également, on va avoir, donc ça c'est nos vedettes. Ensuite, on va avoir en haut à gauche, donc des partenaires qui sont peut-être quelque part percutants par rapport à nos clients, mais en fait qui sont vraiment très chronophages. Donc en fait, ils nous prennent beaucoup de temps, mais en fait, on n'a pas de résultat derrière. Donc là, c'est des partenaires qu'on va classer en dilemme. Il va falloir rapidement réduire le temps que vous allez passer sur eux pour justement s'assurer que le temps que vous donnez à des partenaires qui vont pouvoir transformer ça en pipeline. Faire très attention aux dilemmes. Quand vous les identifiez, moi, ce que je vous conseille d'une année à l'autre, au lieu de répondre en 24 heures, mais tarder 5 jours et gérer ce qui est important et urgent. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire en tant que partenariat parce que souvent le ratio est un partenaire manager pour 8 commerciaux. Donc vous avez très peu de temps. Donc il faut être super stratégique. On est d'accord, Hippolyte. Tu sais ce que c'est. Donc voilà, au niveau du mapping des partenaires, matrice BCG, vous pouvez faire différentes visions, mais la matrice BCG va être simple à comprendre pour les équipes. Ensuite, Même, faire le... pardon, et Oui, du coup, je rajoute bien juste sûr. un élément, je me permets, mais surtout Oui. que la matrice BCG, mine de rien, c'est un classique que tu apprends dans toutes les écoles de commerce, toutes les écoles, enfin, même, je dis écoles de commerce, mais même la plupart des écoles, en fait, et ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que c'est la meilleure Oui, tout à représentation, fait. je pense, où tout le monde s'identifie pour bien comprendre l'information que tu essaies de transmettre. Donc, ouais, Donc effectivement. on retourne à l'école, donc ça peut faire sourire, hein. C'est le principal. C'est que Ouais. l'information soit bien reçue, donc c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai oublié un point, donc en bas à droite, qu'est-ce qu'on aura? On aura nos fameuses vaches à lait. Donc là, ce sera des partenaires qui sont ultra percutants, avec qui on signe. Donc on signe du deal. Par contre, ils sont pas assez engagés. Donc on manque d'engagement avec eux. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire avec eux? Eh bien, le temps qu'on prenait sur des chronophages, on va le donner à ces partenaires-là qui sont bons, mais on manque d'activation. Il va falloir aller chercher l'engagement à ce qu'ils deviennent influenceurs. Donc là, il va y avoir un travail de fond à mener et ça fera partie de la stratégie de 2025. Donc on va parler le 30 janvier. Donc ensuite, les facteurs business plan co-signé, donc voir directement quelle est la performance du partenaire.
Donc, est-ce que le partenaire qui s'était engagé à signer tant avec nous en début d'année, à se certifier, qu'est-ce qu'on a atteint versus qu'on s'était fixé un objectif en janvier dernier? Quel est l'état des lieux de cet accord qu'on s'est donné, de cet objectif? Et le business plan a-t-il été honoré dans les grandes lignes? Enfin, un autre point à voir, c'est le facteur compliance avec le partner programme. Donc, je ne sais pas si tous d'entre vous, vous avez un partner programme, mais on va dire que c'est quelque part le b.a.-ba des partenaires, c'est d'avoir un framework. Alors, en fait, le partner programme, c'est vraiment un framework de base qui permet d'aller donner les règles et surtout être fair, être vraiment honnête. Voilà, si vous atteignez ce close revenu avec nous, vous avez accès à ça. Si vous vous certifiez, vous arrivez à ça. Et il y a souvent un tiering de 3 tierings. Donc, les noms varient, mais on a T1, T2, T3. Et donc, plus vous arrivez vers les tierings avancés, plus vous avez de bénéfices, naturellement. Et donc, plus vous avez d'accompagnement de la part des partenaires managers. Et donc, concrètement, c'est important de voir lesquels de mes partenaires qui sont signés, donc qui sont officiellement partenaires, sont conformes à mon programme partenaire. Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? Et est-ce qu'ils jouent le jeu d'un point de vue certification? Est-ce qu'ils utilisent leur NFR, leur licence NFR, c'est-à-dire la licence qu'on leur donne pour faire des démos, pour se former? Ça, on peut le voir. Et donc, du coup, ça en dit long sur l'usage qu'ils ont et s'ils sont engagés sur ta marque ou pas. Et enfin, donc l'idée, c'est de pouvoir ensuite prendre une décision sur le tiering. Une fois que tu as analysé tout ça, donc j'avais un tiering par le passé qui était T1, T2, T3, et dans T1, j'ai partner X, Y, Z, etc. Eh bien, compte tenu de tout ce qui s'est passé cette année et des résultats, l'idée, c'est que tu vas prendre une décision sur ton tiering. Donc, c'est-à-dire que tu vas redéfinir quels sont les partenaires stratégiques et lesquels ne l'étaient pas, le sont devenus, et lesquels l'étaient et ne le sont plus. Et donc, du coup, ce qui est important là-dessus, c'est de pouvoir récolter des feedbacks internes avant de prendre des décisions, de pouvoir en parler en interne, voir quel est le ressenti. Et tout ça, moi, je vous encourage toute l'année à parler avec vos équipes GTM, voir s'il y a des partenaires qui montrent des signes super intéressants d'activation, voir s'il y a des partenaires, au contraire, qui sont complètement désengagés. Tout ça, ça demande une communication fluide toute l'année. Donc, n'attendez pas la fin de l'année pour avoir ces retours des équipes terrain. Challengez-les à chaque QBR, chaque trimestre, pour affiner votre stratégie, votre trajectoire au cours de l'année. Donc moi, mon idée sur le tiering, avant d'en parler à votre partenaire, avant de lui dire, ben voilà, on commence 2025 de cette façon, c'est faire une petite analyse en 2-3 slides où vous allez pouvoir inclure tous les éléments d'analyse, donc toutes les performances de votre partenaire. Les gros highlights de l'année, donc les success stories, les deals qui ont été closés, la collaboration, les personnes qui ont été influentes sur le deal en interne, les challenges aussi, c'est important de dire les challenges. Peut-être que on a manqué de communication, peut-être qu'on n'a pas été assez aligné dans notre suivi de l'opportunité. Donc c'est le moment de faire état des lieux, sans frustration, mais de dire les choses et surtout dans l'optique de faire mieux cette année. Et ça, tu le fais avec tous tes partenaires ou tu le fais avec, par exemple, juste tes tier 1, du coup, tu le fais parce qu'ils sont importants. Tier 2, tu leur envoies peut-être juste un mail ou comment est-ce que parce que si t'as 100 partenaires, par exemple, et que tu dois faire des calls avec tout le monde, en fait, finalement, t'en as pour un mois et demi à partager l'info. Très bon point. Donc, première idée, de la façon dont ça va être géré. Déjà, par défaut, ce travail fin, moi, je le fais plutôt pour les T1 en priorité. Okay. Et ensuite, pour les T2, parce qu'on n'a pas le temps, comme on l'a dit, le temps est très précieux. Et donc, pour les T2, on peut envoyer un état des lieux, un slide, ou voire même un email simple avec le statut de ce qui s'est passé. Et si vous voulez qu'on en reparle, bloquez un call dans mon agenda. Calendly, hop, on industrialise. Mais l'important, c'est d'avoir un niveau de granularité fort, donc d'avoir une customisation pour les partenaires les plus stratégiques, pour leur montrer qu'on est intéressé, qu'ils sont importants pour nous, et s'assurer qu'on est bien en phase, que le partenariat reste stratégique des deux parties. Et c'est ça qui est important. Donc la réponse, c'est faire un travail fin sur les 1, mais donner un état des lieux surtout. Si on voit qu'il y a un partenaire qui sort qui n'est plus percutant du tout, c'est important aussi de solliciter un call. Donc dans un cas de rétrogradation entre guillemets dans le partner programme, on n'aime pas ça, mais ça peut arriver. C'est important de solliciter un call. Là, vous envoyez rien, vous sollicitez un call et vous expliquez un petit peu l'état des lieux et vous êtes basé sur des données. Donc, on a eu très peu de points d'alignement où les gens ne se sont pas pointés au call d'alignement. On a eu 2 deal reg, ils étaient mal qualifiés. Ça peut arriver, il y a des difficultés dans les partenariats, mais il faut juste dire les choses et expliquer la trajectoire. Et ensuite, si on voit qu'il y a un problème, on peut ensuite pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse de convergence. Donc, on va envoyer un fichier à nos clients sur différents sujets, on va le laisser à notre partenaire.
s'exprimer sur sa façon de voir les choses. Nous, on va faire le même travail et peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, on prend pas les mêmes directions. Donc, c'est pas grave. Un partenariat est limité dans le temps, je pense. Un partenariat peut être percutant, pertinent sur 2, 3 ans, et à un moment donné, il peut changer de management et tout d'un coup, il ne l'est plus. Donc, il faut juste savoir expliquer. Et ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas un nouveau partenaire dans 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et Donc, surtout il faut que rester très transparent et respectueux, mais être basé sur des données. Et c'est ma recommandation en début d'année. ouais, 100%, je suis d'accord avec toi. Et surtout que tu dis quelque chose que je trouve très pertinent, qui est prendre contact avec son partenaire. Parce que mine de rien, on est dans un métier qui valorise énormément l'humain. Je pense que euh, la, chacun, on voit un peu notre prisme de la réalité. Et tu as besoin, je pense, de remettre un peu les choses sur la table avec des faits, avec du factuel. Et en même temps, d'essayer de comprendre, on a fait ci, on a fait ça, ce qui a fonctionné, voici les résultats, qu'est-ce que tu en penses? Et après, tu vas assez rapidement comprendre que finalement, ton partenaire n'est pas engagé. Et donc, ça justifie qu'il descende du coup sur un tiering inférieur. Ou alors, lui va se dire, ah ben en fait, je pensais que justement, d'avoir fait suffisamment d'efforts, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, pour et donc peut-être que là il y aura, tu trouveras à ce moment-là dans ces discussions un axe d'amélioration pour potentiellement le maintenir et avoir du coup, des vraies actions définies pour justifier de le maintenir par la suite. Voilà, Et déjà, dans les cas difficiles, il faut prendre des décisions. Si tu prends pas de décision, quelque 100%. part, c'est que tu vas perdre en efficacité. Donc, il faut être transparent et se dire les choses et rester très respectueux naturellement. Mais en gros, ce qui est important aussi, c'est de dire les choses quand ça va bien. Donc là, on a des partenariats où peut-être on s'était pas mis comme objectif d'atteindre 200K ou 300K de business sourcé, mais ça s'est passé, et tant mieux. Et donc là, du coup, on va faire l'inverse. On va solliciter un call et on va donner toutes les bonnes nouvelles. Et moi, je conseille dans ces cas-là où on va promouvoir notre partenaire de statut T2 à statut T1, on va aller les voir sur site. Moi, je pense qu'il faut marquer les esprits. Donc, on va aller les voir sur site, on va les raconter l'histoire et on va raconter des success stories avec eux et on va créer du buzz. On va les embarquer et on va parler à leur équipe commerciale. On va venir avec nos commerciaux et on va venir raconter des histoires à leurs équipes de commerciaux pour aller chercher plus de wins. En fait, il faut faire savoir les wins. Donc, les promotions, il faut les marquer. Et idéalement, c'est d'aller les voir et de faire une restitution orale avec un moment fun, apporter le lunch ou voire même faire un petit questionnaire, une session d'enablement. Pour moi, quand on va chez un partenaire, on n'y va pas juste pour faire une restitution, il faut toujours qu'il y ait de l'enablement ou une session de count mapping de prévu. Des déplacements, ça coûte cher aussi, ça prend du temps. Il faut créer quelque chose de complet. Donc, c'est mon conseil. On va pas chez le partenaire pour une réunion, on y va pour une proposition de valeur, pour un workshop. Toujours. on parle maintenant de plus en plus de créer une partenaire expérience, c'est-à-dire, bon, pas le sujet du coup du jour, mais partenaire expérience sur, tu crées une expérience sur l'onboarding, sur l'activation et du coup sur le management de ton partenaire pour lui donner envie de travailler avec toi, lui donner envie d'avoir des résultats, etc. On voit ça dans la gamification et ce genre de choses. Je vois le temps du coup filer et il y a un Oui, sujet qu'on bien quand même aborder bien avec sûr. toi parce qu'on a abordé beaucoup de choses et on avait préparé beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de. Si, on va les parcourir rapidement. Je pense que tu voulais parler des tips pour présenter les résultats en interne, peut-être. Ouais, exactement. Parce que je pense que là, Ouais, bien si on sûr. a, Ok, si on a on y récupéré va. toute l'information, il faut Bien sûr. qu'on puisse comprendre maintenant comment est-ce que tu viens restituer du coup cette information en interne. Ouais, voilà. Vas-y, je te laisse du coup la parole. Alors, concrètement, restitution. Par rapport au job de partner manager, il y en aura deux. Il y aura ceux par rapport à votre management partnership et il y aura ceux par rapport à toute l'équipe force commerciale à laquelle vous êtes rattaché. Donc, il y aura quelque part deux niveaux de restitution avec des informations complémentaires mais un peu différentes. En gros, pour moi, on s'oriente au plus important, c'est à l'équipe qu'on sert, donc c'est-à-dire l'équipe go-to-market. Pour moi, une présentation de 10 slides est vraiment pertinente. Donc, on va faire un slide sur la performance de la team partenaire, donc sur les aspects sur lesquels on est objectivé, on est payé. Partner source, partner influence versus les objectifs. On va faire un slide sur les big plays. Donc, quels sont les plays qui font qu'on est gagnant. Donc, raconter des histoires quand on sait que par exemple, on se combine avec une autre technologie, un autre cabinet de conseil et un intégrateur, on sait que c'est des choses qu'on a répétées plusieurs fois et on sait que ça marche. Donc ça, il faut le faire savoir. Il faut raconter un A plus B plus X plus C. Par exemple, un Snowflake qui est éditeur de Data Lake plus un Deloitte vendu via la marketplace de Amazon Web Services, par exemple. Et tout ça donc administré ou géré par des consultants Deloitte derrière chez notre client en vente privée, mais il faut le faire savoir. On sait que là, il y a des wins, on sait que ça marche. Donc, faisons-le savoir. Ensuite, un autre slide sur les plus grosses success stories clients et les success clients, les success
story client, c'est pas seulement un success story client. Et c'est là où moi, j'ai un message à envoyer au CMO. C'est faisons des success stories inclusifs des partenaires. Arrêtons de dire qu'on a gagné un client seul. Faisons savoir la collaboration avec le partenaire. Parce que c'est ça la vraie histoire. C'est qu'on n'a pas gagné tout seul. Donc faisons savoir, soyons inclusifs dans les success stories, parce que c'est ce qui s'est passé pour de vrai. Donc peut-être prenons plus de temps à documenter une success story, mais au moins faisons-le pour qu'elle soit vraiment représentative de la réalité. Ensuite, un slide sur le mapping des partner skills, donc quelles sont les compétences à l'instant T de nos partenaires, lesquels sont formés, lesquels le sont moins, et surtout quelles sont les compétences en termes d'accompagnement. Parce que le métier d'un partenaire, c'est de vendre du service. C'est ce sur quoi il est payé. Vous êtes payé sur du logiciel. Une boîte de logiciel doit faire que 15% de service et 85% de son revenu doit être en logiciel. Mais eux, ils vont être payés sur du service. Comment est-ce qu'ils font du service avec vous? Et là, c'est de pouvoir reconnaître les compétences de mes partenaires pour faire, par exemple, du service de conseil en amont de la vente, du conseil avant-vente, donc faire des démos, faire mûrir le client, teaser le client, aider sur l'époque, et enfin, savoir implémenter la solution techniquement, et aussi pouvoir faire le run de l'outil, donc vendre des consultants qui font tourner la solution chez le client final, et enfin faire de la formation. Tout ça, il faut que vous ayez un topo clair sur qui sait faire quoi. Comme ça, si votre commercial il a besoin de compétences spécifiques, il sait chez qui taper. Donc pour ça, c'est un point très 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 important. Un slide sur les certifications de partenaires, donc quelles sont les tendances et les chiffres clés. Un slide sur les services vendus par les partenaires. Donc très important, c'est que vous alliez récolter vous les données de vos partenaires, parce que vous avez les données en interne. Donc de ce que vous faites, c'est bien. Mais on est d'accord que le job d'un partner manager, c'est de gérer l'externe. On est d'accord. Donc en fait, il y a plein d'informations que vous n'avez pas, qui sont pas dans vos systèmes d'information, mais que le partenaire peut vous communiquer. Donc moi, mon conseil en ce début de fiscal, c'est d'interroger vos partenaires avec qui vous avez closé du deal et les questionner combien de services avez-vous vendu globalement sur ces deals-là en pre-sales et en post-sales. Et comme ça, on peut évaluer aujourd'hui le ratio, le fameux ratio que tu connais bien, et que vous connaissez certainement, quel est le ratio $1 software versus $1 de service. Donc, est-ce qu'on est du 1 pour 1, est-ce qu'on est 1 pour 2, 1 pour 3? Idéalement, c'est 1 pour 6, mais ça arrive rarement. Mais l'idée, c'est que votre solution, les partenaires se font beaucoup d'argent, qu'elle est profitable pour eux. Et en tout cas, il faut faire savoir ces informations au business, qu'ils comprennent comment les partenaires sont motivés. S'ils comprennent ça, ils vont pouvoir les motiver. Sinon, ils vont passer à côté du relationnel, ils vont pas comprendre les bonnes problématiques. Donc c'est important de faire savoir ça. Et enfin, pour aller rapidement, pour pas perdre de temps, c'est important que vous mentionnez les challenges que vous avez rencontrés durant l'année, autant en externe qu'en interne. Donc il y a des conflits. Quand on travaille dans les partenariats, il y a des conflits. Si on ne le dit pas, c'est faux, il y en a forcément. Il y a des incompréhensions, il y a des frustrations. Des fois, il va y avoir un deal range avec un partenaire, vous allez accepter. Après, il y en a un autre qui va faire le même, il va dire non, c'est à moi de travailler avec eux ou pas. Voilà, il va falloir vous mettre d'accord avec l'équipe go-to-market qui on valorise. Par défaut, un deal range est un deal range validé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas travailler avec l'autre partenaire sur d'autres parties, parce que souvent les partenaires sont complémentaires au-delà d'être concurrents, parce qu'ils ont des skills différentes. Donc, travaillez sur cette stratégie et sollicitez votre partner manager pour résoudre les conflits. Et enfin, donc voilà, cette présentation, elle est simple, elle est digérable, et surtout, vous pouvez l'affiner, que ce soit en interne ou en externe. Mais une fois que vous avez fait ce travail, mon conseil, c'est de faire du reuse. Donc tout ce que vous aurez créé de données à présenter, réutilisez-les en fonction de à qui vous les présentez dans l'entreprise. Ok, très clair. Et ça, cette présentation, tu la présentes à qui, quand? Donc ça, pour moi, c'est présenté soit en kick-off, peut-être des fois c'est pas en kiff, c'est dans une partie du kick-off. Des fois il y a des deep dives sur certains sujets, donc là vous allez présenter tout ça et vous allez présenter ça aussi peut-être en QBR. S'il y a un QBR spécifique pour votre région, par exemple région France Benelux, eh bien là vous allez vous positionner, tout le monde va intervenir, les équipes CSM, etc. Et vous allez arriver, vous allez présenter ces chiffres-là. Et naturellement, s'il y a besoin de plus de drill down dans les infos, vous pourrez faire une session sur. Mais en tout cas, tout ça, vous allez le faire souvent lors de QBR auprès des équipes go-to-market. Ouais, bien sûr. Peut-être, là, je vois que le temps file. Peut-être passons directement aux questions. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Thomas, posez-les dans le chat. Et on a une première question, en tout cas, de Claire, qui demande quels sont les points que tu prends en compte pour un partenaire qui venait renégocier le deal en année 2, sachant que tu es sur une création de poste et qu'il y a peu de partenaires dans le portefeuille pour comparer, analyser. Donc là, c'est un sujet très spécifique. Hein, donc
Je pense que ça dépend un petit peu de la mentalité peut-être sur les équipes commerciales, parce que là, c'est vraiment quelque part peut-être faire une exception, hein, comme si les choses sont peut-être pas bien cadrées parce que l'entreprise n'est pas encore mature sur ces sujets-là, et c'est peut-être faire une exception pour un partenaire pour le reconnaître sur un deal en deuxième année. En principe, souvent les boîtes, on reconnaît les partenaires sur la première année full-time, donc sur ACV, Annual Contract Value, et souvent si c'est un deal à 3 ans, on reconnaît seulement un pourcentage. Donc honnêtement, pour moi, c'est un sujet à discuter avec votre direction commerciale. Absolument, et même également avec les équipes Sales Ops. Mais si vous voyez que c'est un point critique et que ça peut jouer sur la motivation du partenaire, et si vous voyez que lui, il a vraiment apporté une vraie valeur ajoutée pour aller sur un contrat à 3 ans au lieu d'1 an, il va falloir démontrer tout ça à votre direction, et ensuite, je pense qu'il y a moyen de faire des exceptions. En tout cas, tout dépend de la maturité de votre boîte. Quand vous arrivez à une certaine maturité, que votre partenaire programme est bien verrouillé, faire des exceptions, c'est pas possible, parce que ça veut dire que vous dévalorisez tout votre partenaire programme. Par contre, si vous êtes plus early stage, et je pense que c'est peut-être ton contexte par rapport à ta question, je pense que ça vaut le coup de considérer et de prendre une décision avec ta direction. Très clair. Euh, donc, on a une question de Ronan. Au-delà des incentives, quels conseils pourrais-tu nous donner pour motiver les équipes internes à pousser du lead à un partenaire pour obtenir un partenariat win-win? Alors ça, c'est un très bon sujet. Pousser du lead à un partenaire externe, ça veut dire qu'on va par déléguer quelque chose dans le cycle de vente. Donc c'est-à-dire que quelque part, on va pas avoir la prétention de tout gérer nous-mêmes. Moi, je trouve ça positif, mais souvent ça peut créer des conflits avec les équipes business développement. Souvent, les équipes business développement, ils veulent faire leurs chiffres et donc ils veulent garder les inbound leads pour eux, pour faire leur SQL, etc. Pour moi, c'est un sujet qui est assez critique aujourd'hui. Moi, je pense que il faudrait quelque part euh, s'assurer que on puisse donner des leads à nos partenaires. Donc en fait, donner des leads à partenaires, c'est risqué, mais moi mon conseil pour prendre moins de risques, c'est pour donner des leads à partenaires, ce qui est important, c'est que des opportunités que tu as eues par le passé, par exemple l'année dernière, tu as eu des opportunités qui se sont closées, mais qui se sont closées en loss, c'est-à-dire que tu n'as pas gagné le deal. Peut-être que le timing n'était pas bon pour le client, peut-être que le besoin n'était pas encore assez mature, etc. Et donc quelque part, il y a besoin de requalifier une opportunité qui n'a pas eu lieu, mais qui peut avoir lieu demain ou dans un an. Et bien dans ces cas-là, moi c'est ce genre de lead que je donne à des partenaires. Après, il peut y avoir aussi des leads, dire des inbound leads qu'on t'a reçus l'année d'avant, qui ont été qualifiés par tes équipes business développement, mais ils n'ont pas réussi à les avoir. Ils n'ont pas réussi à transformer le lead en conversation ou voire en pipeline. Et bien à ce moment-là, tu parles des équipes BDR, et si tu vois qu'ils sont OK sur le principe, tu récupères ces leads-là et tu les transmets à ton partenaire pour que lui puisse faire un effort de requalification. Donc je pense qu'il faut affiner l'approche, il ne faut pas causer de préjudice aux équipes business développement sur leur approche, il faut se mettre d'accord, mais l'idée c'est de passer à l'échelle. Donc pour moi, requalifier des leads précédents qui n'ont pas abouti est une super approche pour donner des leads pour les motiver aux partenaires. Ok, très clair. Je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez pas. Moi, j'ai peut-être une question, c'est quels sont les apprentissages à tirer de ton analyse, tirer du coup sur les succès ou sur même les difficultés rencontrées lors de ta dernière année. Ouais, super. Voilà. Donc les succès, très important, faites savoir vos succès auprès de l'interne, auprès de votre direction. Valorisez les individus et les passerelles. J'ai parlé de passerelles, c'est les gens qui vous ont aidé à travailler avec les partenaires, parce que c'est pas à vous de tout faire. C'est juste un go-to-market, les partnerships. Donc tous les gens qui ont activement, que ce soit des pre-sales, que ce soit des commerciaux, des business développeurs, qui sont allés chez Amazon, je sais pas, faire des blitz, enfin des gens qui sortent de leur zone de confort, il faut absolument les valoriser, avec des incentives ou voire même les faire parler lors de restitution. Il faut valoriser tout ce travail qui est fait. S'assurer de documenter toutes les success stories. Donc tout ce qu'on a vu qui marchait, il faut ensuite l'industrialiser. Tout ce que vous voyez qui marche, vous le mettrez dans votre stratégie dont on va parler le 30 janvier. Vous documentez les success stories et vous le documentez pas seulement vous-même avec l'aide du marketing, pour ensuite le faire savoir et voire même communiquer en externe sur ces success stories. On anime des ateliers Retex en interne, c'est-à-dire on peut aussi faire venir des partenaires chez nous. On sait qu'il y a des partenaires qui ont beaucoup de savoir-faire sur un secteur d'activité qui est fort pour nous. Eh bien, plutôt que de garder l'information pour nous en tant que partner manager, on va faire venir les équipes chez nous, ils vont raconter tout leur savoir-faire, ils vont inspirer, et on va manger avec eux, ils vont faire des account mapping avec nos équipes commerciales,
Tout ça, il faut l'orchestrer. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, il faut vraiment l'approfondir et surtout donner de la visibilité. Les commerciaux, les directeurs commerciaux des boîtes, ils sont toujours preneurs d'être plus visibles et c'est aussi bon pour leur carrière. Donc, flatter leur ego, valoriser-les et valoriser un partenariat qui fonctionne. Bien sûr. Et du coup, côté échec challenge, du coup, sur l'année précédente. Alors, les échecs et challenges, je pense que si vous êtes dans les partnerships, vous savez ce que c'est. la, la résilience est importante. Encore une fois, les partenariats, il y a peut-être 25, enfin, c'est la règle des 20-80 en fait. Hein, la loi de Pareto s'applique absolument. Donc 80% des partenariats vont pas vous apporter le pipeline escompté. Par contre, c'est 20% qui vont vous apporter le pipeline escompté. Et vice-versa, versus ce que vous allez onboarder. Donc c'est-à-dire tout le processus de les choisir et de les faire monter en compétences, il y en aura peu qui vont ensuite se transmettre en pipeline. Donc ça, il faut le garder en tête, c'est la réalité. Les partenariats qui n'ont pas porté leurs fruits en post-onboarding, eh bien, c'est bien dommage, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez mal géré l'onboarding. Donc peut-être affiner votre approche onboarding et rendez-la plus digeste et surtout validez-la bien avec le management plutôt que de laisser ça un petit peu dans le flou. Donc mieux vaut onboarder moins de partenaires, mais bien le faire. C'est less is more. Les conflits externes avec des partenaires autour de deal registration, etc. Mais c'est important de pouvoir en parler en interne aussi, parce que les risques, quelque part, on les connaît. Donc, il faut être plutôt en mode mitigation des risques. On prévoit les risques à l'avance. Donc, on en parle avec nos commerciaux. Si lui, il sait qu'il parle déjà avec un partenaire, par exemple, il parle avec un partenaire d'une opportunité, ok? Seulement, ce partenaire n'a pas encore fait le deal reg. Par contre, entre-temps, il y a un autre partenaire qui fait un deal reg et qui l'a accepté. Et ben, en fait, il y a quelque part un conflit d'intérêts. Donc, c'est important qu'on sache que les commerciaux terrain nous aident à demander aux partenaires de faire le deal reg au bon moment pour éviter qu'ensuite on se retrouve dans un conflit. Donc, en fait, les équipes terrain doivent être une extension de l'équipe partenaire. Un petit peu everybody is partner manager. Et donc, les win partners, les win partenaires de l'année, des fois, ils sont seulement répartis sur certains commerciaux. Donc, il y en a certains qui se sentent lésés. Eh bien, c'est important de pouvoir faire l'état des lieux de sur quel segment est-ce qu'on a signé avec les partenaires et de faire un point avec le responsable commercial et dire on a conscience qu'aujourd'hui nos partenaires ne portent pas assez de pipeline sur ton territoire à toi et donc du coup on va mettre un plan d'action, un deep dive spécifique avec eux pour aller chercher des partenaires qui vont les servir. Donc l'idée c'est de satisfaire l'ensemble de la flotte commerciale et encore une fois ça viendra des analyses que vous aurez fait de vos résultats. Donc c'est une vraie problématique. Les risques sont importants, il faut les flaguer early stage et ils reviendront chaque année. Mais l'idée c'est de mitiger au maximum à travers la communication avec vos équipes. Ok, très clair. On va prendre une dernière question de Raphaël qui demande comment tu organises un account mapping. Alors ça c'est super opérationnel et c'est un gros sujet. Donc pourquoi c'est un gros sujet? Parce que ça appartient au sujet du co-sell. Donc ça s'appelle comment orchestrer un co-sell. C'est-à-dire comment on va se mettre d'accord entre une entité, la vôtre, qui est peut-être un éditeur, et un partenaire, à aller pouvoir trouver, construire une stratégie pour aller attaquer des comptes. Moi déjà, la première démarche, avant de se lancer dans un account mapping, c'est faire une démarche d'analyse en amont. Et pour ça, il y a un outil, enfin il y a des outils, mais il y a un outil, par exemple Crossbeam, c'est pas le seul, hein, qui a racheté Reveal dernièrement. C'est un outil qui va vous permettre d'importer vos clients et vos prospects dans un fichier CSV, et également vos opportunités en cours. Vous allez les onboarder là-dedans, et ensuite vous allez pouvoir ensuite taper le nom des partenaires avec qui potentiellement vous bossez, et vous allez voir les overlaps. C'est-à-dire vous allez voir là où vous avez des comptes communs. Et quelque part, vous pourrez vous dire, tiens, là on a des clients qui sont communs. Donc peut-être qu'il y a des opportunités, il y a des choses à faire en termes de upsell, parce qu'on a les mêmes clients, donc peut-être on peut aller chercher des upsells sur des clients existants. Donc du new business en upsell. Et on va pouvoir également se rendre compte que eux, ils ont des clients qui pour nous sont des prospects. Et du coup, on va se dire, tiens, il faut qu'on aille parler à ce partenaire-là, parce qu'en fait, nous, il y a 70 de nos prospects qui sont clients chez lui. Donc là, du coup, ça veut dire que ce partenaire-là, ou plusieurs partenaires qu'on a trouvé pertinents par rapport à ce mapping-là, on va se dire, tiens, avec mon partner manager, on va pouvoir mener une action avec eux. Et moi, après, en tant que partner manager, je vais aider à aller chercher quel est le nom du commercial chez eux qui gère le compte en question, et on va identifier 2-3 comptes, et ensuite on va faire ça, on va le dérouler soit en meeting virtuel, ou potentiellement, si on sait que c'est important de créer du relationnel avec eux, et si on sait qu'il faut les former en même temps, on va faire d'une pierre deux coups, on va aller les former sur ce qu'on fait, donc avec un Kahoot, des jeux interactifs pour comprendre ce qu'on fait, et ensuite on va faire un deep dive avec eux sur des account mapping, donc on va partager de l'intelligence sur les comptes,
et on va créer des plans d'action concrets. On crée une vraie gouvernance du pilotage de nos deals avec des actions concrètes, mais encore une fois, low hanging fruit. N'allons pas sur des account mapping au pif, il faut qu'on soit super ciblé et toujours sur vos ICP, Ideal Customer Profile, et avec les partenaires que vous savez qui sont formés. Comme ça, on perdra moins de temps. Ok. Bon, peut-être avant de clôturer ce webinaire, est-ce que tu peux peut-être nous partager un dernier tips de fin que tu voudrais partager pour les partnership managers sur ce call? Oui, absolument. Donc, premier point, effectivement, le challenge de gérer un webinaire en live, c'est que des fois, la gestion du temps est pas si simple que ça. Donc, on n'a peut-être pas évoqué tous les sujets que chacun souhaitait. J'espère qu'au moins, on a répondu, on a apporté de la valeur ajoutée, c'est le but. Donc, ça, je le souhaite vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Mais en tout cas, si vous avez besoin de questions spécifiques qu'on n'a pas pu adresser, surtout n'hésitez pas à nous contacter en message personnel sur LinkedIn ou par un autre média. Bon, Ensuite, partnership. absolument. Bah, c'est encore mieux, comme ça, c'est encore plus fédéré, il y a plus de réponses, donc c'est plus intéressant. Donc, moi, un conseil pour avant qu'on se quitte, c'est un état d'esprit, peut-être se dire qu'on va tous les jours, quand on est au taf, on va se dire qu'on va offrir la meilleure expérience à nos partenaires. Donc, travailler avec nous, ça va être un moment de bonheur et ça va être dans la transparence. Et donc ça s'inscrit dans le fait vu qu'on sait que les partenaires ont un gros impact sur nos clients, si on prend soin de nos partenaires, si on les traite bien, si on les gère bien, ça veut dire qu'ils vont bien gérer nos clients et ça veut dire qu'ils vont bien bosser avec nous. Donc, ça veut dire être pertinent, bien gérer son temps, bien préparer ses réunions, bien choisir ses partenaires et surtout être dans une attitude super positive tout le temps. Il y aura beaucoup de problèmes, mais la plupart se solutionneront relativement bien si on est prêt. Mais attitude positive et surtout offrir une meilleure expérience à nos partenaires. Une bonne image de nous, une bonne réputation et devenir facile, que ce soit facile à faire du business avec nous. Donc, être toujours dans une approche d'amélioration continue, continuous improvement et être agile dans l'approche avec eux. Et peut-être se quitter sur un proverbe que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Helen Keller. C'est une autrice américaine, une femme brillante, qui est née dans les années 1800. C'était une femme qui était aveugle et sourde de naissance. Ceci étant dit, ça l'a pas empêché de devenir une femme très réputée aux États-Unis, elle a obtenu donc la première femme handicapée qui a eu certaines formes d'handicap, qui a obtenu un diplôme universitaire. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est seul, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Et c'est une phrase très simple, mais ça récapitule très bien l'approche Nearbound, Ecosystem-led Growth. N'y allons pas seuls, allons-y avec les personnes qui connaissent et créons du lien avec eux pour une réussite dans notre job actuel et aussi pour la réussite dans nos futurs jobs. Le fait de créer un réseau de qualité et surtout créer une expérience inoubliable auprès de vos interlocuteurs. Ouais, 100% aligné avec cette citation. Je crois que c'est tiré du proverbe africain qui dit effectivement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est intimement lié, comme quoi c'est des choses qui reviennent pour les gens bien mindsetés. Donc, absolument. Je pense que c'est le plus gros slogan pour tous les experts et expertes en partenariat. Et donc, juste pour terminer, on a un livrable pour vous, comme tu l'as dit, Hippolyte. On vous a créé un takeaway, un document avec des tips. On n'a pas tout évoqué en live parce qu'on n'a pas le temps, mais au moins on vous a mis toutes les KPI qui peuvent être pertinents. Ils ne seront pas tous. On a mis plein de tips sur la gestion de votre stratégie et on a mis des tips également sur tout ce qui est calcul du Net Promoter Score pour évaluer la satisfaction en interne, également en externe de vos partenaires. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez réutiliser et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et on se retrouve le 30 janvier, c'est bien ça, Hippolyte? Tout à fait, on se retrouve dans 2 semaines, le 30 janvier, pour aborder le deuxième épisode, puisqu'aujourd'hui on voulait parler de partie 1, analyse et création du coup du bilan de sa stratégie partenariat, de sa stratégie partenariat 2024. Et l'idée dans 2 semaines, c'est de faire, à l'issue de cette analyse, on reprend tous ces éléments et on crée du coup la stratégie 2025. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je partagerai du coup le lien. Voilà, allez sur le calendrier du coup Partnership 0 to 1 et vous retrouvez du coup cet événement. Je vais envoyer du coup les invitations d'ici demain ou début de semaine prochaine et vous aurez accès au prochain webinar. Et donc on va peut-être vous laisser aller déjeuner ou analyser votre stratégie 2024. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous. Vous allez recevoir du coup, comme dit Thomas, du coup, vous allez recevoir un mail
Donc n'hésitez pas à mettre 5 Ouais, étoiles, partager un petit commentaire sur ce que vous avez appris ou comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet épisode, ou même si vous avez des idées d'intervenants absolument. ou de sujets. Et en tout cas, dans ce message, vous aurez le lien pour le document préparé avec Thomas. En tout cas, merci beaucoup Thomas pour le partage d'expérience, pour la préparation de l'épisode. Avec plaisir. C'est le début d'une collaboration. En tout cas, encore une fois, bravo à la communauté et ravi de pouvoir apprendre à mieux vous connaître et hâte de bénéficier des tips des autres sur le co-sell, etc. Avec plaisir. Et puis bon, en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines, le 30, pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.